Non-stop, effectivement. Pascal Neveu, psychanalyste, auteur et conférencier est avec nous. Bonsoir Pascal Neveu. Bonsoir Christophe. Merci d'être avec nous. Le président de la République, tout à l'heure à 20 h, devrait annoncer un confinement jusque mi-mai, voire même peut-être fin mai, soit encore un mois et demi peut-être même à tenir. Psychologiquement, Pascal Neveu, comment on fait ? Alors, c'est très compliqué et je crois qu'il faut préparer la population à tout cela. Moi, j'étais encore avec Londres au téléphone hier et ils s'attendent à un déconfinement chez eux, pas avant fin juin. Je ne me prononcerai pas sur ce qui se passe en France. Mais on a mis en place énormément d'études au niveau des universités, mais on a déjà des études très nombreuses depuis Ebola, etc. 24 études qui permettent de voir qu'on a un tiers de la population qui est déjà impactée par un stress psychologique modéré, mais on a 5% de la population qui déjà développe des stress sévères. Parce qu'il y a ce confinement, il y a des symptômes physiques, on ne sort plus, on ne se touche plus, on se voit différemment. Également, on a différentes peurs également, il n'y a pas que les femmes enceintes, il y a également chez les jeunes enfants, comment leur parler effectivement de ce qu'est le coronavirus, comment les occuper, etc. Donc il y a un ennui, il y a une frustration, il y a une sorte de paranoïa également qui se développe dans la population. On ne fait plus confiance aux autorités, on craint qu'il y ait une absence de clarté, on développe différentes théories, on voit très bien sur les réseaux sociaux, et qui viennent complexifier totalement cette histoire de confinement. Et en plus, il fait très beau, on n'est pas en plein hiver. Alors d'un autre côté, en plein hiver, ce serait la nuit. Alors ça pourrait être également un tout petit peu compliqué. Il ne faut pas oublier non plus cet isolement. C'est vrai, juste une chose, Pascal Neveu, c'est intéressant ce que vous dites, parce que effectivement, beaucoup de Français n'ont pas confiance dans le gouvernement, et le sondage IFOP fiducial que nous avons diffusé en fin de semaine dernière montre que de plus en plus de Français en réalité n'ont pas confiance dans le gouvernement et estiment que le gouvernement d'ailleurs leur a caché des choses, donc voilà, ça c'est une première chose. Et l'autre chose, vous parliez des enfants, et c'est vrai que moi je m'en suis rendu compte ce week-end par exemple dans des discussions que j'ai pu avoir, des enfants qui m'entourent et qui effectivement, visiblement, font des cauchemars la nuit maintenant, pensent qu'ils vont mourir, etc. Les gamins commencent à ressentir ça de manière extrêmement dure quand même. Il faut pouvoir très rapidement repérer des signaux psychologiques qui sont liés au-delà des modifications, si vous voulez, du quotidien. Lorsqu'un enfant devient tout d'un coup irritable, lorsqu'il pleure, lorsqu'il y a le retour du pitié au lit également, des inquiétudes qui sont très excessives, qui parfois d'ailleurs ils n'évoquent pas auprès de leurs parents. C'est pour ça que les parents et l'interaction elle est très importante entre les adultes et les enfants, leur expliquer avec des mots adaptés en fonction de leur âge quelle est la situation. Il ne faut pas non plus être constamment connecté donc sur les réseaux sociaux, au niveau des médias également, parce que ça risque davantage de les fragiliser. Il faut rigoler. Alors tout dépend effectivement s'ils sont confinés dans un tout petit espace et s'ils sont en revanche en maison. Donc la situation elle est réellement exceptionnelle, elle va avoir une incidence. On voit très bien à travers les études que bien des mois après la sortie d'un confinement, ça peut aller jusqu'à 10 mois de sortie du confinement, on a des comportements psychologiques et sociaux qui sont modifiés. On ne revient pas à la normale de manière naturelle. Non mais c'est vrai, vous avez raison. Pascal Neveu, par rapport à ce que va dire le chef de l'État ce soir, admettons qu'il dise par exemple, le nouveau délai de confinement c'est jusqu'au 10 mai. Allez, c'est la date qui circule visiblement depuis quelques heures maintenant au palais de l'Élysée. On verra ce soir si elle est exacte ou pas. Admettons qu'ils disent le 10 mai. C'est quand même mieux de dire le confinement jusqu'au 10 mai plutôt que tous les 15 jours, même pas tous les 15 jours, tous les 10 jours, venir nous dire on en reprend pour 15 jours. Non ? Alors c'est compliqué. Moi je suis en contact avec différents directeurs sanitaires également. Alors les consignes ne sont pas tout à fait les mêmes, ils ne sont pas du tout interprétées de la même façon sur le plan national. Le gros problème c'est de gérer, si vous voulez, les frustrations de la population qui sont légitimes, on peut parfaitement le comprendre. Toutes ces angoisses économiques, personnelles, les conflits de couple dont les médias parlent énormément aussi. Alors soit on dit tout, soit on ne dit pas la vérité. Pour moi de toute façon, mais là on a besoin de clarté, on veut avoir une vision sur le long terme, c'est ça qu'on attend. Alors sincèrement, s'il fallait une chose, mais je n'ai pas du tout à m'exprimer à la place du gouvernement et par rapport à ce que je sais, il faudrait pouvoir dire qu'effectivement on sera encore fin mai confiné à la maison.
Voilà, au moins les choses seraient claires et il n'y aurait plus de surprises tous les 10 ou tous les 15 jours. Quoi. Voilà, ça, je pense que ça serait quand même la meilleure des choses. Mais Pascal Neveu, est-ce que ça permet quoi? Ça permet quoi? Ça permet d'annoncer un temps long de confinement comme celui dont on parle, le cas échéant. Ça donne aussi le temps de réduire de manière importante les risques de transmission de la maladie, éviter que la maladie reparte de plus belle. C'est ça aussi qui est important quand même. Ah mais c'est crucial. Le professeur Delfrécy, qui préside le comité scientifique, l'a très très bien exprimé et de manière très très claire. Le gros problème, c'est de pouvoir répondre à toutes ces interrogations et à toutes ces fake news qui circulent actuellement. Alors il vaut mieux un discours juste qui va frustrer absolument tout le monde, mais qui va diminuer peut-être psychologiquement des difficultés personnelles, des inquiétudes qui seraient excessives, avec une forme de tristesse et un retour au deuil. Il y a une autre problématique également, qui est le rituel funéraire actuellement en France. C'est catastrophique, ça va avoir des incidences psychologiques en termes de travail de deuil par la suite. C'est un autre sujet, mais qui est fondamental actuellement, puisque les derniers décrets, qui datent d'ailleurs du 1er avril, c'est pas une blague, précisent bien que maintenant, pardonnez-moi, je vais être un peu glauque, mais le corps est immédiatement mis dans une housse et mis dans un cercueil. C'est très compliqué au niveau de toute la population. C'est là où il faut un effort de solidarité, il faut un effort de resserrer les liens entre nous et que tout ce qui est possible à travers ces émissions, à travers des réseaux sociaux, les WhatsApp, tout ce que vous voulez, etc., nous permettent de maintenir les contacts. Imaginez ce que de ça rester aurait en contact, été si on n'avait pas actuellement, comme il y a plusieurs années, la possibilité d'organiser des visioconférences, de se voir, d'organiser, pourquoi pas. Alors, mais écoutez, Pascal, vous avez le même âge que moi, vous avez connu le Minitel, on aurait fait ça avec le Minitel. Vous avez connu le Minitel rose, vous? Ouais, j'ai connu, non, pas le Minitel rose, mais... Oui, tu parles. À d'autres. Non, mais c'est important de maintenir ce lien. Et attention aux addictions. Oui, non, mais on a bien compris. On a bien compris. Antenne ouverte sur Sud Radio, dans les vraies voix, vous avez la parole, 0826 300 300. Gérard Dugers est avec nous. J'attendais un jingle qui n'est pas arrivé, c'est pas très grave. Gérard Dugers est avec nous. Bonsoir Gérard. Alors bonsoir les vraies voix, ça fait plaisir de vous entendre. Moi, c'est un plaisir de vous recevoir. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des enfants. On est des adultes. Puisqu'on est en guerre, on agit comme des adultes. On fait des tests pour savoir qui a des anticorps. 2, on file des masques. 3, on déconfine et illico, ça sert à rien de tergiverser, de jouer je ne sais trop quoi, de se venger parce qu'il y a eu les gilets jaunes, etc. On arrête de nous dire que parce qu'on s'est arrêté en mois, comme pendant les vacances, que la France, elle fait 6% de déficit, etc., parce que c'est des conneries. Il n'y a que la part des actionnaire qui disparaît, et ça va leur faire du bien, ça va comme il disait l'autre, ça va dégraisser le mammouth. Voilà, parce que on a confiné nos anciennes dans les EHPAD et ils sont morts comme des mouches et dans des conditions qui sont indicibles. Donc, puisque on nous prend pour des enfants en temps de guerre, il est temps de reprendre les gens pour des adultes. On déconfine et illico. Tout ça, c'est, on prend les mesures barrières, etc., le gel, tout ce qu'il faut, et on fait comme des grands. Il faut arrêter de prendre les gens pour des couillons. Enfin, c'est pas... J'entends bien ce que vous dites, mon cher Gérard, mais c'est pas si simple que ça, parce que malheureusement, on n'a pas de masque, ou en tout cas pas assez, et pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas une règle qui a été édictée par le gouvernement pour que l'ensemble de la population porte des masques, puisque pour le moment, ce n'est toujours pas le cas, et de toute façon, il n'y en a pas assez pour l'ensemble de la population, malgré les commandes qui sont passées et qui continuent, semble-t-il, d'arriver. On n'a pas de tests, puisque les tests sont toujours pas au point, pour être clair. Donc voilà, on en parlait tout à l'heure au début des vraies voix, avec cet exemple, avec les présidents de département qui, eux, sont prêts à y aller, mais malheureusement, derrière, ça ne suit pas forcément. Donc voilà, et on n'a pas de matériel. Pour être clair, on est toujours dans une impasse. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire, parce que j'ai l'impression que ça fait 4 semaines que l'on dit toujours la même chose. On tente de nous rassurer en nous disant que les commandes sont passées, etc. Moi, je ne vois toujours rien venir. Philippe Binger, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais toutes les semaines s'écoulent et on a les mêmes problématiques. Bien sûr, Pardon, et d'ailleurs, c'est la vérité.
Est-ce que Pascal Neveu est toujours là, Christophe ? Oui, Oui, il est toujours là. Philippe. Pascal, est-ce que vous ne croyez pas que, bien sûr, le confinement est pour certains difficilement supportable, mais est-ce qu'au fond, l'angoisse ne vient pas surtout du fait que on n'a pas de certitude sur les modalités de notre libération? Je veux dire, j'ai l'impression que l'idée que le déconfinement sera encore plus pénible que le confinement amplifie considérablement l'inquiétude. Je suis totalement d'accord, Philippe. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place, si vous voulez, déjà des cellules d'information et de préparation à la sortie du confinement. On a des contextes différents de confinement qui sont catastrophiques pour certains et qui amènent à des comportements qui sont excessifs et, pardon pour le terme, irresponsables. Il y en a d'autres qui risquent d'avoir lieu. Je ne m'exprime pas sur ce sujet, mais le gouvernement s'est saisi d'une problématique qui va arriver dans quelques semaines, enfin dans quelques jours, d'ailleurs, dans 15 jours, et qui complique totalement la donne. Ce qu'il nous faut, c'est réellement informer, et comme le disait, je crois que c'est Gérard, c'est pas prendre les Français et les gens pour des enfants. Pour des enfants. Ils peuvent être responsables, il faut leur dire les choses, il faut une bonne éducation avec des gens qui sont des spécialistes de la question, qui sont incontestables également. Pascal Neveu, les vacances d'été, vous les voyez comment? Parce que, on commence à se dire qu'il n'y aura peut-être pas de vacances d'été. Donc forcément, c'est encore plus stressant. Vous savez, tout est gelé actuellement en termes de colloques, de conférences jusqu'à l'automne. Donc il y aura un gros rush au moment de l'automne. On ne sait absolument pas, personne ne peut dire des choses actuellement. Et je peux vous assurer que toutes les personnes avec lesquelles moi je suis en contact et en réunion quotidienne sont incapables de dire ce qui va se passer d'ici le 1er juillet. Non mais est-ce que c'est stressant? C'est la question que je vous pose. Mais vous êtes un spécialiste. Est-ce que c'est stressant le fait de dire vous n'aurez pas de vacances d'été ou peut-être pas? Je ne sais pas si c'est stressant, enfin, on peut gérer différentes formes de frustration. C'est compliqué pour les Français, c'est compliqué de faire une sorte de deuil, effectivement, de cette période estivale, de gérer des enfants, ça peut compliquer les choses sur un plan financier également. Tout cela est éminemment complexe. On est réellement sur des problématiques qui sont psychiques, qui sont physiques, qui sont sociales également. Merci Pascal Neveu d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, le grand débat des vraies voix. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Babette de Rosière, Philippe Bilger, Philippe Rossi et ce débat coronavirus, nouvelle déclaration solennelle de Macron ce soir à 20h en direct sur Sud Radio. Et cette question, souhaitez-vous la poursuite du confinement au-delà du mois d'avril? 0826 300 300, on va aller en Gironde dans quelques instants et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, c'est toujours une majorité d'auditeurs qui disent oui à 59%. Eh bien voilà, notre invité à présent, Sébastien Ley, économiste à l'Institut Thomas More. Bonsoir Sébastien Ley. Bonsoir. J'espère que je prononce bien votre nom, on m'a dit que oui, donc ça devrait aller, je pense. Et alors je suis entrepreneur dans l'immobilier de profession, mais je m'occupe aussi du pôle économique de l'Institut Thomas More, qui est un think tank. Bon, alors moi je vais vous donner un conseil. Restez à l'Institut Thomas More parce que, à mon avis, l'immobilier en ce moment et dans les semaines qui viennent, ça va être extrêmement compliqué. Hein. Non, donc, pas du tout. On a abordé la crise en étant très précautionneux parce que justement il y avait beaucoup de spéculation dans ce secteur-là, donc on est très très bien. Voilà. Bon, Sébastien. Oui, il y en a qui ont de la chance. Sébastien, jusqu'à quand le confinement pour vous? Il y a cette date du 10 mai qui semble circuler dans les couloirs de l'Élysée depuis quelques heures maintenant. Est-ce que ça vous paraît tout à fait envisageable? Écoutez, moi de toute manière j'étais en confinement 4 ou 5 jours avant même la demande de confinement de M. Macron, puisque quand on écoutait les gens un peu éclairés, les spécialistes de la sécurité ou des pandémies, vous avez raison. L'heure était grave. Donc je ne risque pas, comme pour le début du confinement, pour le déconfinement, je n'écouterai pas le gouvernement. Donc je prendrai ma décision moi-même en mon âme et conscience. De toute manière, quand nous allons être déconfinés, je doute reprendre mes allées et venues régulières entre la région parisienne et mon bureau dans le centre de Paris. J'ai une partie aussi des affaires qui est aux États-Unis. Je ne pense pas aller aux États-Unis avant au moins 3 ou 4 mois. Oui. Donc de toute manière, je n'écouterai pas les gouvernements. On sait très bien, on peut en parler qu'au niveau économique, ils vont être tentés de nous déconfiner finalement plus rapidement que prévu pour éviter la destruction économique. Ouais. Et donc je vais penser avant tout à mes proches, à ma santé. Et je vais probablement rester confiné un peu plus longtemps que prévu, essayer de m'organiser aussi, continuer sur cette lancée du télétravail, de ces nouvelles
méthode de travail qu'on a mise en place pendant la période de confinement. On va reparler du télétravail dans un instant d'ailleurs, Sébastien Laï. Dites-moi, le déconfinement à venir, à votre avis, c'est un déconfinement qui se fera par secteur notamment? C'est possible ça, par secteur économique? Je crois que pour tout ce qui est commerce et puis bien évidemment lieux qui servent de rassemblement, on n'aura pas de déconfinement avant encore 2 mois probablement. Pour les personnes, vous autorisez à sortir, aller sur votre lieu de travail si vous n'avez pas besoin de prendre les transports publics. On va voir, mais à mon avis, d'ici début mi-mai, ça paraît jouable. Même aux États-Unis, par exemple, certains parlent de la fin avril, alors même que l'épidémie est un peu décalée par rapport à nous. Donc je pense que permettre simplement aux gens de sortir et même de se rendre dans leur bureau, c'est assez faisable rapidement. Après, pour encore une fois, pour les commerces, par exemple, et pour les lieux de rassemblement, je pense qu'on parle encore en mois, pas en semaines. Oui, c'est ça, pour les cafés et les restaurants en particulier, qui malheureusement aujourd'hui eh bien, font aucun chiffre d'affaires, hein, sont complètement fermés. Et d'ailleurs, les études qui sortent montrent que 30 à 40% des cafés et des restaurants pourraient mettre la clé sous la porte lorsque la reprise interviendra. Les conséquences sont nombreuses, évidemment. Tiens, par exemple, si pas de reprise, Sébastien, si pas de reprise de l'école avant septembre, ça veut quand même dire derrière... tout un pan économique qui ne travaillera pas, les nounous sans travail, des parents coincés à la maison qui ne pourront peut-être pas aller travailler parce que faudra garder les enfants. Enfin, ça pose là aussi beaucoup de questions et on devrait en savoir plus ce soir sur l'école justement. C'est le principal sujet en matière de mesures économiques. Mesurer l'impact du confinement, on sait faire. On sait que chaque mois de confinement en France, c'est entre 2,5 et 3% du PIB qui est détruit, que nous perdons. Ça, on sait le faire, et sur cette base-là, sur la base de 2 mois de confinement et d'un début d'année qui était mauvais, parce que la France était en train de basculer en récession avant même le coronavirus, on peut prévoir qu'on aura un PIB cette année en recul, par exemple, d'environ moins 6%. Le sujet, c'est véritablement l'après. Après le déconfinement, à quel rythme on arrive à remettre en branle l'économie. L'économie, c'est une machine compliquée. À partir du moment où vous la mettez sur pause pendant 2 mois, vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton pour la faire redémarrer du jour au lendemain. Vous avez aussi des gens qui sont des citoyens, qui sont aussi des consommateurs et qui ne vont pas revenir à leur vie d'avant immédiatement. Et aujourd'hui, on estime que le retour à la vie normale complet, il ne se fera pas probablement avant le dernier trimestre 2020. Exactement. Ouais. La reprise justement des entreprises d'une manière générale, on sent bien que le MEDEF pousse à la roue, si je puis dire. C'est-à-dire que le MEDEF dit de plus en plus qu'il faut que l'activité reprenne dans le bâtiment, dans l'automobile, etc. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on s'aperçoit quand même quand on discute avec les uns et les autres que ça paraît compliqué pour différentes raisons, et notamment sur le fait que beaucoup d'entreprises, et y compris des grandes entreprises d'ailleurs, n'ont pas forcément les masques nécessaires pour protéger les salariés, n'ont pas le gel, n'ont pas la possibilité non plus de désinfecter par exemple les ateliers si on parle de l'automobile. C'est quand même un vrai souci, ça, que le MEDEF pousse à la roue à ce point-là, et on peut peut-être le comprendre, mais derrière ça, il y a quand même des gens, une fois de plus, il y a des hommes, il y a des femmes, et on n'a pas les solutions pour les protéger. Soyons honnêtes, c'est une attitude presque criminelle, et en réalité, au début même du confinement, de la part du MEDEF, mais aussi de la part ça a été un véritable débat dans le domaine du BTP et du bâtiment. Certains n'étaient pas pour le confinement absolu, ou voulaient absolument que les chantiers continuent, et ce sont souvent les salariés eux-mêmes qui ont fait pression sur certaines organisations patronales pour que les chantiers, par exemple dans le BTP, soient immédiatement arrêtés. Donc je pense qu'il y a depuis le début de cette crise, et c'est ce qui explique, à mon avis, même si on en a très peu parlé, les quelques semaines de flottement du gouvernement français, par exemple, mais aussi de Donald Trump aux États-Unis. Il y a toujours une tension entre l'économie, la conscience assez rapide que cette crise allait mettre à terre l'économie pendant plusieurs mois, et puis la santé de nos concitoyens. Alors encore une fois, j'utilise un terme un peu fort qui est celui de criminel, mais effectivement, plus personne... Alors, il y a cette idée, on l'a vu dans le discours du MEDEF, de se remettre vite au travail, mais aussi de remettre en cause, je dirais, certains aspects du droit du travail, en parlant des RTT, des jours de congé, etc. Comme si là aussi on pouvait remettre en marche l'économie en demandant aux gens de rattraper ce qui a été détruit. Et l'économie ne fonctionne pas comme ça, la machine économique ne fonctionne pas. Donc, ainsi, quand on regarde de manière agrégée ce qui a été perdu pendant 2 mois, 3 mois, sera perdu, on va le rattraper progressivement sur plusieurs années. On ne reviendra pas au niveau de PIB avant probablement la mi ou la fin 2021. Et donc, ça ne sert à rien
si vous voulez, d'essayer de revenir sur certains acquis sociaux ou de dire aux gens qu'ils vont travailler plus. Parce qu'en plus, je crois même qu'en termes d'état d'esprit, quand nous allons être déconfinés, je doute que la priorité pour nous tous, ça soit finalement de se remettre à travailler très très fort pour redresser l'économie française. Le citoyen moyen ne réagit pas comme ça. Je pense qu'au contraire, un certain nombre d'entre nous auront perdu des proches, il y a des périodes de deuil, il y a des périodes de difficultés économiques, il y en a qui auront perdu leur emploi, et puis il y aura aussi la volonté quand même de profiter de la vie après quelques mois qui ont été très sombres. C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Restez avec nous, Sébastien Ley, évidemment, on va continuer le débat dans un instant. Antenne ouverte, vous avez la parole, 0826 300 300, c'est à vous. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Et je donne la parole, bonsoir, à Jean-Marc de Gironde. Comment ça va, Jean-Marc ? Bonjour à tous, merci de me donner la parole. J'espère que vous allez bien, que vous faites tout ça de bon sens. On va bien, on est heureux de vous accueillir. Voilà. Ben, moi aussi, je suis content de vous entendre. Alors écoutez, moi, ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'on n'a même pas à se poser la question, en fait, si le confinement est nécessaire ou pas. De fait, de manière sanitaire, il est une évidence, c'est un truisme que le confinement va durer. Mais le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, vous avez raison, on ne peut pas infantiliser, puis réaliser en disant c'est une semaine, et puis on reprend une semaine, et puis on reprend une semaine. Parce qu'il va y avoir des risques psychosociaux, des risques qui sont abominables. Moi, j'habite en Gironde, j'ai la chance d'habiter une petite commune dans laquelle je peux encore marcher un petit peu. Mais, vous êtes où en Gironde ? À l'Esparmédoc. Mais j'habite à l'Esparmédoc, oui. Mais j'ai habité 10 ans à Nanterre, j'étais au 10e étage à Nanterre, je peux vous dire qu'on devient cinglé. Alors, c'est donc... Donc je crois que... Alors, deuxième chose, ce que je voulais dire, c'est que il faut que Macron, il ne va pas faire un oral de l'ENA. Il faut qu'il soit clair, précis, que ça ne dure pas 25 minutes pour faire de la flatterie pour les personnels soignants qu'il a désavoués autant pendant les dernières semaines. Si vous voulez... Si le confinement doit durer longtemps, les gens l'accepteront. Mais il faut le langage de la vérité totale. Et surtout, il faut que, si vous voulez, corrélativement à tout ça, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on ait une économie de guerre, nom d'un chien, comme après la sortie de 45, et que toute la machine économique soit concentrée sur les masques, sur le gel, et surtout, messieurs, sur le fait comment on peut guérir. Et là, on revient sur le débat de la chloroquine et des autres médicaments pour donner de l'espoir aux gens. Si on ne donne pas de l'espoir aux gens, c'est terrible, c'est terrible. Vous avez raison. Jean-Marc, ce que j'aime bien dans ce que vous avez dit, voyez-vous, c'est le bon sens. Tout simplement le bon sens, voilà, du bon sens, c'est-à-dire on veut un discours qui soit clair, on veut avoir des perspectives qui soient claires et on espère évidemment que toute la communauté médicale et scientifique est axée sur une seule chose, trouver le bon médicament, la chloroquine ou autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas le bon médicament et on a besoin d'avoir un espoir. Philippe Binger, je trouve que Jean-Marc a tout résumé quelque part. Tout à fait, mais Christophe, si vous le permettez, j'aurais voulu poser une question à Sébastien Ley. Est-ce que vous ne croyez donc pas que la lutte contre le fléau actuel va peut-être entraîner une révision déchirante demain en nous faisant comprendre que la santé n'a pas à être rentable, que ça n'est pas l'économie? Vous ne croyez pas à une heureuse subversion sociale et économique demain? Vous pensez qu'on va reprendre au fond sur le même registre une fois qu'on aura fait, pardon pour l'expression trop usité, le travail de deuil? Non, pas du tout. Ça n'était pas mon propos. Je crois au contraire que la santé, certains paraissent découvrir que c'est une des fonctions régaliennes de l'État, à côté de la justice, de la police, de la diplomatie. Pour moi, ça n'a jamais quitté cette sphère-là, donc ça fait partie des sphères essentielles. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, par contre, à titre personnel, je me méfie un petit peu parfois des discours utopistes qui fleurissent comme ça au creux de la crise, avec, vous savez, tous ces gens qui désormais parlent du monde d'après, etc. Bien sûr que le monde d'après, il est différent. On sait qu'après une telle crise, on ne ferme pas simplement une parenthèse pour revenir au monde de février 2020. Ça paraît évident. Mais ce n'est pas non plus parce que vous avez une crise qui est exogène, en plus, qui n'est pas une crise du système capitaliste en lui-même, que vous allez avoir forcément
un grand aggiornamento, malheureusement. Je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire, je dis que malheureusement, on a eu l'expérience de la crise de 2008, qui elle était véritablement liée à l'économie, et on n'a pas eu de grands bouleversements. Donc cette fois-ci, on aura des changements. Je pense que les changements, ils seront liés à ce qu'on définit comme étant le régalien, sur le rôle de l'État, sur ce que l'État peut faire, le retour de l'investissement public. Mais je me méfie quand même de ceux qui soit promettent, soit essaient de récupérer aussi la situation. Soyons honnêtes, monsieur Budget, je pense que sur l'échiquier politique ou idéologique, certaines personnes récupèrent la situation pour nous promettre un grand soir, qui communiste, qui écologiste ou autre. D'ailleurs, nous avons des morts pour l'instant qui n'ont rien à voir avec le système capitaliste. D'ailleurs, pour aller dans votre sens, si l'on en croit le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, il l'a dit dans la presse ce week-end, il n'y aura pas de grand soir. Donc effectivement, on peut se dire que à partir de là, effectivement, voilà. Mais de toute manière, comme disait Albert Einstein, ce n'est pas avec ceux qui ont créé les problèmes que nous allons les résoudre. C'est peut-être vrai aussi. Allez, 0826 300 300, vous continuez de nous appeler. C'est Jean de Bayonne qui est avec nous. Bonsoir Jean. Oui, bonjour Christophe, bonsoir à tous. Mais je vais réagir par rapport à ce que vous venez de dire là, parce que j'avais entendu Philippe justement qui parlait d'un espoir peut-être qui joue un peu les candides d'un plan Marshall et j'adore quand il fait ça d'ailleurs. En fait, je vais revenir sur quelque chose que vous avez oublié, c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, la France elle est plus libre. Il y a des gens qui donnent des ordres à Macron, c'est la Commission européenne. Et donc, en fait, il fera pas ce qu'il veut. Donc, en fait, les règles budgétaires, les Allemands, ils seront pas d'accord. Donc, les règles budgétaires strictes, elles vont s'appliquer. La Commission européenne, la direction de la concurrence, elle est dirigée par des gens qui croient en néolibéralistes, Hamilton Freeman. Donc, en fait, rien ne va changer. Et ce qui va se passer, c'est que les impôts, ils augmenteront toujours les charges sociales pareil, ils augmenteront pour les mêmes, c'est-à-dire les classes moyennes, qui vont continuer d'être asphyxiées et de payer. Donc rien ne changera. Il peut pas en fait. Il peut pas parce que c'est ce que vous disiez dans une émission précédente. C'est son logiciel. Il a été élu avec le soutien de la grande finance. On va pas revenir sur l'argent qui a été. Oui, on l'a dit, dans les vraies voix. Voilà, exactement, exactement. Donc rien ne changera. Quoi. Et après, je vais finir. Sur le déconfinement, je pense que c'est un cynique, Macron. Il sait très bien qu'il joue sa réélection, s'il a encore des espoirs d'être élu. Alors, s'il déconfine trop tôt et que 3 mois plus tard, il annonce au procès qu'il faut se reconfiner au bout d'un mois, pendant 4 mois, il est mort politiquement. C'est fini. Donc, en fait, je peux vous dire que là, ce soir, c'est ceinture bretelle et je pense qu'il va annoncer, s'il est malin, pour sa propre survie, il est obligé d'aller lourdement, de taper lourdement sur la table, quoi, parce que il pense qu'à lui et à sa réélection. Voilà. On va voir ce qui va se passer ce soir, mais c'est vrai que effectivement l'Europe, en tout cas les règles européennes de déficit, elles ont explosé en vol, là forcément, mais ça ne veut pas dire que ces règles ne reviendront pas demain ou en tout cas après-demain, parce que ça c'est tout à fait envisageable aussi, c'est-à-dire que finalement on va tirer les leçons de tout ça dans un premier temps, et puis on risque de revenir à des vieilles méthodes, y compris sur le plan économique, c'est toujours risqué. Vous nous appelez toujours 0826 300 300. Yves est avec nous de Toulouse. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir Sud Radio, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir à vous, quel est votre sentiment? Vous racontez-nous. Voilà, alors mon sentiment, je suis assez en désaccord, pas total, mais assez en désaccord avec tout ce qui a été dit. Mais assez clairement, si j'ose dire. Voilà. Non, je respecte les avis très éclairés. Allez-y. Voilà. Pour moi, allez-y. C'est pas le problème de savoir si Macron donnera ça, peu importe, on ne va pas commenter quelque chose qui n'est pas commentable étant donné qu'on ne sait pas ce qu'il dit, premièrement. Deuxièmement, normalement, il faudrait qu'ils disent au moins jusqu'à la fin de l'année qu'on reste confiné. Mais ça ne sera pas cela. Pourquoi ? Oui, non, il n'y a pas de oula, n'ayez pas peur. Oula, à la fin de l'année, en décembre, on sera encore dans le problème le problème du virus. N'ayez pas peur, on y sera largement encore. C'est probable, je suis d'accord. Oui.
dit, mais on y sera totalement. Deuxièmement, et c'est ce qui est à peu près la même chose, ce n'est pas un problème de virus contre l'économie. Ça n'a rien à voir. Mais tout le monde, pas tout le monde, mais la majorité des gens croient ça. Mais non, c'est le virus contre le capitalisme qu'il faut qu'il revienne. Le MEDEF, il a déjà dit, allez au travail rapidement. Pas pour qu'il y ait du travail, pas pour que l'économie soit là, mais peu importe l'économie pour eux, peu importe pour que les profits reviennent très vite. C'est exactement cela. Regardez exactement ce qui s'est passé ailleurs, Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, Trump avait dit à Pâques, tout le monde sera sur le travail. Eh bien, personne n'est né sur le travail. Mais cela fait rien. Ils veulent quand même qu'il y ait 200 000 morts pour que le capitalisme, pas l'économie intéresse personne, c'est le capitalisme qui doit, c'est les règles. Quand je dis le capitalisme, ce sont les règles. Là aussi, tout comme le discours de ce soir de Macron, on n'a quand même pas non plus tous les éléments pour affirmer absolument que c'est votre avis personnel, et évidemment qu'il est respectable, c'est pas le problème, mais c'est votre avis personnel, et il y a aussi d'autres réalités qui sont là et qui peuvent de toute façon faire encore bouger les lignes. Sébastien Ley, vous avez envie de répondre quoi à Yves là, qui s'exprimait à l'instant, qui a des idées bien arrêtées sur le sujet là? Je crois que j'avais dit de manière assez claire que je trouvais justement qu'il était criminel que certains aient privilégié à un moment donné l'économie sur la santé, ce qui explique les flottements qu'il y a pu avoir dans les premières semaines de la crise, tant aux États-Unis qu'en France. Je crois aussi qu'à l'heure actuelle, la priorité, comme je l'ai dit, c'est la santé et c'est le deuil. Mais il faut essayer aussi de se projeter dans 6 mois. Dans 6 mois, il y aura toujours des cas de coronavirus, mais on aura bien moins. On le sait. Et bien évidemment, quand les gens vont se réveiller de cette crise, beaucoup vont réaliser aussi l'impact économique et social. Si on prend la question du chômage, du fait du chômage partiel, pour l'instant, les statistiques, elles n'ont pas bougé en France. Vous avez vu, dans les pays où il y a des systèmes un peu plus libéralisés, vous avez déjà le chômage qui augmente à plus de 10%. Aux États-Unis, évidemment, il y a des millions et des millions de chômeurs en plus en 3 semaines. Exactement, mais en France aussi, on sera à la fin de l'année à 11%, parce que quand vous avez 5, 6, 7 millions de personnes qui sont au chômage partiel, tous ces gens-là vont pas reprendre 100% de leur activité après. On sait très bien que dans les petits commerces, dans les restaurants, il y a des vagues de faillite. Tout cela va apparaître dans les mois qui vont suivre, et vous allez voir qu'à l'automne prochain, alors je l'espère, je croise les doigts, le sujet c'est qu'on ne parlera plus de deuil et de décès, mais on parlera bien d'impact économique et social, du retour de la pauvreté, etc. C'est pour ça que quand on parle des grands soirs et du monde d'après, quand j'entends certains parler de décroissance, je sais très bien que ce ne sera pas le sujet. Oui, c'est peut-être le sujet là maintenant, mais dans un an, il y a surtout, je pense que certains Français vont prier au contraire pour la croissance et de l'emploi. Merci beaucoup, merci Sébastien Ley d'avoir été avec nous. Je suis désolé Philippe Binger, on n'a plus le temps et on va terminer ce